J'aurais voulu revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur en fait l'intérêt dans l'activité de quand on prend le calendrier d'un sportif où il faut maintenir plusieurs Mm. qualités et éventuellement utiliser plus l'overcoming en saison pour avoir une modalité qui induit le moins de fatigue, etc. Je repense à ça parce que faudrait qu'on parle aussi un peu du RSI. Parce que tu vois, justement, qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser plus l'overcoming ou le yielding? Ça peut dépendre aussi du testing, en fait, de ce qu'on va évaluer. Le RSI, c'est quoi? C'est le Reactive Strength Index, donc l'indice de force réactive en français. Et ça, en fait, c'est concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la force, enfin, c'est le temps de vol. Supposons le test sur un saut, le temps de vol divisé par le temps qu'on passe au sol. En Et contact, en ouais. fonction de ça, on va dire que c'est un peu la donnée objective de l'explosivité. Ouais, puis de la plio. En gros, c'est un indice qui permet d'observer le passage entre l'amortissement, l'absorption et la restitution. Donc l'excentrique et le concentrique, c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que d'une part, on a le RFD qui purement biomécaniquement va nous permettre de déterminer à quelle vitesse j'arrive à développer de la force, Mm. indépendamment du régime de contraction, de la charge, etc. Et puis on a le RSI où tu dis, comme tu disais, ça mesure plus le côté plio, où est-ce que je m'écrase, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec le RSI, c'est que en fonction du résultat que j'obtiens, supposons on a dit c'est un temps de vol divisé par un temps de contact au sol. Donc forcément, quand on va tester ça, si par exemple on a un RSI, je sais pas, de 0,5, il y a plusieurs combinaisons de temps de vol et de temps de contact au sol qui vont mener à 0,5, vu que c'est une simple division. Et en fonction, déjà, donc ça veut dire que pour un même RSI, on va. On peut manipuler les deux paramètres, quoi, les dénominateurs. C'est Ouais. ça. Mais supposons qu'on a, par exemple, pour un même RSI de 0,5, il y en a un où, en fait, c'est le temps de contact au sol qui va être trop long, et l'autre, ça va être le temps de vol qui est trop court. Si le temps de contact au sol est trop long, ça veut dire que bah, tu t'écrases trop au sol et que donc sur un saut, tu n'arrives pas à amortir rapidement, à contrôler l'excentrique et tout de suite repartir. Et l'autre, si le temps de vol est trop court, ça veut dire qu'il saute pas haut, parce que si tu sautes haut, tu passes forcément plus de temps en l'air. Donc si tu sautes pas haut, tu passes moins de temps en l'air. Et donc, en fonction des résultats qu'on va obtenir, par exemple sur un test de RSI, ça peut orienter la façon, enfin ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va faire Mm. de l'ISO yielding ou de l'ISO overcoming? Mm. Et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que on a des critères classiques il me semble que le RSI c'est entre 1,5 et 2,5 quand même. Et on a des critères en mode bah si t'es au-delà de 2 c'est bien, t'es raide, machin. Et si t'es en dessous, t'es pas raide ou quoi. Mais ça te donne pas trop d'indicateurs en mode qu'est-ce que tu dois travailler, comment au final tu l'as cet indicateur. Est-ce que t'as un temps de contact long mais derrière t'es capable de sauter très haut. Au final ça veut dire que tu utilises probablement une stratégie avec beaucoup de flexion de genoux où tu viens t'écraser et derrière t'as une bonne hauteur de saut mais au final c'est pas forcément ce que tu recherches. Et quand tu as juste la donnée du RSI, en fait, ça te donne pas trop d'indicateurs sur ce que tu dois travailler. Mais si derrière, tu arrives, comme disait Alexis, à distinguer un petit peu le temps de contact au sol, qui est au final le proxy de la contrainte excentrique, et le temps de vol ou la hauteur du saut, qui est un proxy pour la phase concentrique, derrière, tu es capable de dire, bah, moi, ce serait plus intéressant d'aller chercher des modalités comme l'overcoming, parce que j'arrive pas à sauter haut derrière, quoi. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va aussi. Enfin, faut faire attention aux tests. Il faut faire attention aux tests et il faut aussi faire attention à l'activité. Parce que, imaginons que je fasse un test RSI. Donc, le test RSI, il faut savoir que c'est des sauts au sol. C'est drop jump. Ouais, c'est des. Ouais, c'est des. Ouais, c'est drop jump. C'est des drop jump. Drop jump, def jump. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça, à chaque fois. C'est trop chiant ça. Mais faut savoir qu'on va augmenter la hauteur du saut de base, fin, de départ. Et c'est quasi certain qu'à un moment donné, l'athlète finira par compenser. Mais il faut bien retenir qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la spécificité de l'activité. Parce que par exemple, si on prend un sprinter
le sprinter, jamais il va descendre d'une box de 30 cm pendant son sprint. Ça veut dire qu'on va commencer à retrouver des angles articulaires qui vont pas être représentatifs. Et si on commence à se dire, oh bah là sur le RSI tu t'écrases, du coup on va travailler le yielding pour justement contrebalancer ça, bah faut se dire, mais est-ce que au final c'est pas ton test qui est pourri, quoi. Peut-être ça va dépendre du test. Peut-être qu'au final ton test il est juste pas représentatif. Donc après je dis pas d'être malade au niveau des tests et essayer de répliquer au maximum les angles ou quoi, mais d'être assez proche quand même et d'être capable de se dire, bon bah ça c'est représentatif, et si vraiment il s'écrase c'est que là il y a un problème et on doit le travailler, là ok. Après, seconde chose, c'est aussi en fonction de, et je l'ai dit tout à l'heure, la spécificité de l'activité. Mais si par exemple, moi j'ai un cycliste, je sais que la composante excentrique, il en aura probablement pas trop besoin. Par contre, la composante overcoming et concentrique, il va en avoir énormément besoin. Et donc là, j'ai tout intérêt à développer cette qualité-là, quoi. Ouais. Et je rebondis sur cette notion de spécificité de l'activité, où tu disais, pour justement orienter la façon dont est réalisé le test de RSI, c'est que, supposons on est dans un sport co, en sport co où on a des changements de direction, je sais pas, tu prends le foot par exemple, tu es à pleine vitesse, tu dois changer de direction pour aller dans une direction opposée, ça va dépendre du changement de direction en question, mais enfin sur le terrain c'est ce qu'on peut voir. Forcément tu vas, sur le changement de direction, c'est une action pliométrique, tu vas chercher à changer de direction, donc tu vas freiner en excentrique, tu vas avoir cette transition excentrique-concentrique, donc en ISO, puis tu vas devoir repartir en concentrique, exploser dans l'autre direction, vu que tu changes de direction. Mais vu que tu changes de direction, tu vas avoir des angles de flexion de genou qui vont être plus importants que si on compare à de la course à pied, ou de la course à pied, à chaque fois que tu poses un appui, en termes de flexion de genou, tu vas avoir 20-30 degrés de flexion de genou. Vrai. Donc en fait, le test de RSI, et donc justement cette capacité à force réactive ou à rebondir, à notre capacité pliométrique, il faut que le test soit dépendant de ces angles de genoux, par rapport à l'activité. Donc dans le cas de notre exemple en sport co, il faudrait faire un test de RSI où en fait, pour rappeler, parce que je crois qu'on ne l'a pas défini, mais sur le drop jump ou le dev jump pour le coup, drop, on fait un petit peu la distinction pour qu'on soit d'accord, mais drop jump, il me semble que c'est juste pour rappel, c'est juste une chute. Donc vu que drop c'est la chute, donc c'est juste quand tu es sur une box en hauteur et que tu atterris en bas mais tu rebondis pas. Ouais. Et le dev jump, c'est un saut en profondeur, en contrebas du coup. Ouais. Donc là pour le coup il y a cette notion de rebondir après. Mais dans les deux cas, donc drop jump, on est en hauteur, on saute, on amortit en bas. Alors que Dev Jump, c'est pour le coup c'est le test rebond, du RSI où on est sur un support en hauteur et donc là justement on va moduler la hauteur pour le test et on rebondit en bas en concentrique pour faire un saut le plus haut possible et avec le temps de contact au sol le plus court. Et donc si on est sur notre exemple en sport co, vu que les angles de flexion de genoux sont plus importants, on va se dire ok, le test de RSI, le saut en contrebas, il faut que je sois sur un support qui soit plus haut. Parce que si je suis sur un support plus haut, je vais fléchir plus les genoux en bas. Et donc, ce sera plus représentatif de ce que je produis sur le terrain. Alors que sur la course à pied, où les angles de flexion de genoux sont beaucoup plus faibles, et où du coup, il y aura plus une stratégie au niveau de la cheville qu'au niveau du genou, sur la plio, là, on peut se dire, le test de RSI, je vais juste le faire sur un banc ou sur un 20-30 cm de contrebas, quoi. Avec un... Donc déjà, voilà, il va y avoir la spécificité du test au regard de l'analyse de l'activité. Ça, c'est important. Et après, il y a l'interprétation du RSI. J'ai une petite anecdote juste par rapport à ça. Sur le test RSI, pour dire à quel point aussi la spécificité de l'activité et même l'expérience de l'athlète dans le test a de l'importance, mais sur les tests de death jump, normalement, si tu vas chercher beaucoup plus de flexion de genou, tu es capable de décoller beaucoup plus haut en termes de hauteur de saut, ce qui paraît logique puisque tu descends, donc tu t'amortis bien, tu prends le temps, donc évidemment les temps de contact au sol sont relativement longs, mais par contre derrière, théoriquement, tu es censé être capable de vraiment sauter très haut. Parce que tu as une contribution... si tu as moins de flexion de genou, tu as une contribution relative de la cheville qui est plus importante. Je vais y venir, ouais. Voilà, vas-y, je te laisse. Et en fait, théoriquement, quand même, quand tu as une contribution du genou, tu peux quand même décoller assez haut. Et de la hanche, du coup. Ouais.
Et en fait, tu t'aperçois chez les athlètes de course à pied, et j'avais testé même un haut niveau élite, en fait, il avait des hauteurs de saut en raideur cheville, donc c'est-à-dire que juste en utilisant la cheville et sans utiliser le genou, qui était similaire à ce qu'il faisait avec le genou, quoi. Donc en fait, tu vois que l'expérience d'un athlète et même la spécificité de l'activité, parce que en course à pied, au final, on a très peu de flexion de genou et on a beaucoup de cheville, influence aussi l'athlète en lui-même. Et tu peux avoir des records. Moi, j'ai déjà vu ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai déjà vu des 30 cm en raideur de cheville et des 30 cm en squat jump classique, quoi. Pour montrer à quel point on peut pas compenser le test, mais exacerber des qualités dans l'activité, quoi. Ouais. Et ouais, pour revenir justement sur cette interprétation du RSI, alors déjà oui, c'est dépendant de l'activité et du profil de la personne, parce que comme tu dis, si tu es en course à pied, bah, tu auras peut-être plus tendance à avoir de la raideur au niveau du tendon d'Achille, enfin au niveau de... Enfin, on va pas réduire qu'au tendon d'Achille, mais au niveau plus que toutes les structures autour de la cheville, alors que en sport co, ce sera plus une raideur un peu mixte, davantage autour de même du tendon patellaire, du genou, tout ça. Mais c'est clair qu'en fonction du sport, du profil, du niveau, etc., tout ça, ça va orienter la performance sur le test. Mais derrière, en fonction du RSI, justement, on va pouvoir choisir dans l'entraînement, est-ce qu'on va faire de l'isométrie overcoming ou de l'isométrie yielding. Pourquoi ? Parce que si sur un même RSI, on est limité par le fait qu'on a un temps de contact au sol qui est trop long, tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on va trop s'écraser au sol. Et si on s'écrase trop au sol, ça veut dire qu'on maîtrise mal l'excentrique et du coup l'isométrie qui est orientée excentrique et yielding. Et c'est là-dessus qu'on va avoir du mal. Alors que de l'autre côté, si mon RSI il est limité parce que juste je saute pas haut et que du coup j'ai un temps de vol qui est réduit, là je vais être plutôt limité sur la partie concentrique où je restitue l'énergie élastique, où j'explose, il y a plusieurs composantes. Il y a la restitution d'énergie élastique, mais aussi ma capacité à juste produire de la puissance au niveau musculaire. Mais du coup, c'est ça qui va me limiter. Donc, dans un cas, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais dans un cas, si le temps de contact au sol est trop long, je vais pouvoir améliorer mon RSI en me concentrant sur l'isométrie yielding et du coup en améliorant ma capacité à passer moins de temps au sol via une meilleure force excentrique et yielding, isométrie yielding. Et dans l'autre cas, ma capacité à mieux exploser et du coup avec de l'isométrie overcoming. Parce que j'ai du mal à me dire comment, en faisant par exemple de l'isométrie yielding, tu serais capable d'améliorer ta hauteur de saut derrière. Donc, tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une spécificité dans l'isométrie qui te permet d'avoir un gain bien spécifique. Pour moi, l'overcoming et le fait que ce soit orienté concentrique, ça peut que améliorer ta capacité à sauter haut, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant et on doit vraiment aussi réfléchir par rapport au transfert sur l'amélioration du RSI au final. Ouais. Ok, donc là on a vu cette notion de comment choisir concrètement dans l'entraînement. Est-ce qu'on fait de l'iso overcoming ou de l'iso yielding en fonction d'un test, le RSI, ça va nous permettre d'orienter derrière l'entraînement. Maintenant, à l'entraînement, comment on va orienter le truc ?